Donc là, nous sommes dans le bureau où François Guiraud reçoit ses clients, ses patients. Voilà, donc bon, il n'y a pas tellement il n'y a pas de carte du ciel, mais il y a une bibliothèque assez fournie. Il y a pas mal de bibliothèques. Ça donne, c'est important que les gens voient que vous avez lu des livres. Je veux dire, j'ai toujours pensé que l'endroit où on... Encore qu'on peut toujours poser les questions, les ai-je lues. Oui, mais ça donne quand même un côté un peu couleur locale, si on peut dire. Excellents livres qui viennent de M. Albron, celui-là par exemple, là, je crois que c'est... Ah ben voilà, c'est celui-là, oui. Et Merci. puis un sur Manilius, est-ce que je l'ai? Oui, Manilius. C'est des œuvres de jeunesse, il y a 33, 34 ans. Très beau. Et puis sur Morin de Villefranche aussi, vous en avez fait. Oui, c'est même mon premier livre, enfin je crois, plus ou moins. J'en ai fait... Morin de Villefranche, parlant de son ami Cardan. Cardan, oui. Qu'il détestait. Et surtout de Ça, c'est Baudin. un très bel astrologue, hein, Morin de Villefranche. C'est vraiment un très très bel Vous l'avez astrologue. lu en latin, vous le lisez Non, j'ai lu malheureusement des vous lisez extraits. les extraits de Hieros et de Selva Voilà, ou... voilà, oui. Vous avez connu à une époque, je crois, Michel Tabé. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu qui est J'ai- notre voisin, là, il n'est pas très loin d'ici. Il est à Nyons, s'il est resté par là ou non, C'est je où, crois c'est qu'il à était, quel parti, kilo- je crois qu'il c'est à était quel- parti vers Vaison. Enfin, il est toujours dans le département, en tout Près à cas. 20-25 minutes d'ici. Oui, c'est ça, oui. Je pense, hein, je l'ai perdu de vue depuis pas mal de temps. Hein. Oui, Et sinon, j'avais fait pas mal de rêves éveillés avec lui. c'est ça. Ah, il est à 20-25 minutes d'ici, on aurait peut-être pu... Quand il était à Nyons, oui. Je sais pas s'il est maintenant, à- mais je crois qu'il est à Vaison maintenant. Oui, et c'est plus loin, sa maison, c'est beaucoup plus loin. Vaison, c'est 35 minutes. Ah oui, c'est quand même toujours dans la Oui, proximité. oui, non, c'est pas inaccessible. Ben, non, moi j'ai toujours, je voulais le rencontrer une fois, mais j'ai le projet de le rencontrer pour un enregistrement. Mais bon, je suis toujours un peu limité par les questions de transport, etc. Mais j'ai fait un enregistrement il n'y a pas si longtemps avec Madame Hotz, Adrienne Hotz de Valence, enfin pas de Valence, de Châteauneuf, je ne sais pas comment, à côté de Valence. Donc la Drôme, d'accord. Oui, ce n'est plus la Drôme provençale. Ah d'accord, ça sera une autre occasion. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va... On va parler de quoi maintenant Ce que vous voulez. Vous me disiez, vous m'avez dit que vous Nous vouliez sommes parler l'hiver. vous vouliez parler du déterminisme. Il y a quelque chose qui vous paraissait intéressant sur ou bien est-ce qu'on a déjà abordé cette question suffisamment Vous parliez des origines de l'astrologie. Je ne prétends rien quant aux origines de l'astrologie. Je les situerai moi dans ce que Guénon appelle l'intuition intellectuelle, ce que les Grecs appellent l'ambroisie, ce que les Indiens appellent le soma, c'est-à-dire l'espèce d'ivresse divine, en relation avec Neptune d'ailleurs, et la queue du dragon. Donc là encore, on est loin des interprétations habituelles sur la queue du dragon, cette pauvre queue du dragon. Bon, puisqu'on est dans le lieu justement de la consultation, donc ça doit vous mettre dans la condition en quelque sorte de la rencontre avec ce client. Donc ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est des choses que vous ne dites pas à vos clients, pas forcément. Vous le diriez peut-être dans les médias ou dans les livres. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous avez de vos livres déjà? Est-ce qu'il y a des éléments, vous avez cité au départ de notre entretien des livres, on a parlé de certains, il y a d'autres sujets que vous avez abordés dans vos bouquins? Ben, il y a peut-être chakra et astrologie, Voilà. Donc, ce lien que j'ai fait entre chakra et astrologie à partir du dragon justement. oui. Pour moi, avec le dragon, on passe sur le plan énergétique, sur le plan de ce qu'on appelait les corps subtils, ce qui n'est pas très heureux comme formule d'ailleurs, disons les enveloppes subtiles. Donc pour moi, le dragon définit nos enveloppes subtiles et nous met en relation avec nos enveloppes subtiles, avec ce qu'on a appelé le corps astral, le corps éthérique, enfin là, il y a différents systèmes. Excusez-moi une seconde. Oui, vous pouvez fermer un peu les rideaux parce que on a un problème de faux jour qui est un petit peu embêtant. Oui, ou carrément le. Éclairer tel ou tel. Non, je crois que ça va aller. Voilà, donc on va vous voir autrement, c'est bien, notre visage. Parlez-nous donc de cet ouvrage sur les chakras. Donc, c'est forcément c'est lié aux 7. 7 chakras, 7 planètes. On peut relier chaque planète à un chakra. Le dragon, encore une fois, définit nos enveloppes subtiles.
Donc voilà, comment le dragon définit-il nos enveloppes subtiles. Si l'on peut dire, la tête du dragon qui dirige l'axe du dragon oblige la queue du dragon à se relier au premier chakra. Je dis bien oblige, parce que là c'est vraiment une souffrance pour la queue du dragon, d'être ainsi maintenu au niveau du premier chakra. Et puis, à partir de la tête du dragon, le dragon se dresse tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Donc la tête du dragon occupe le lieu du 7e chakra, les 6e et 7e chakras, mais il l'occupe pour empêcher en quelque sorte de vivre au niveau réel de ces 6e et 7e chakras. Car une fois encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tête du dragon nous relie vraiment au monde matériel et terrestre. Donc en quelque sorte, le dragon s'empare des plans spirituels liés au 6e et le 7e chakra pour les river au plan terrestre. C'est ce qu'il faut saisir. Et il oblige la queue du dragon, qui elle est en relation réellement avec le 7e chakra et avec le plan céleste que le 7e chakra représente, il oblige littéralement la queue du dragon à se river au premier chakra. Je ne sais pas si vous me suivez, tout ça n'est pas simple. En tout cas, ce qui est important, c'est que les personnes vous suivent. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du dragon. Hein. Vous avez tout un système d'astrologie autour du dragon. Oui, je pense pas. Mais comment est-ce qu'il émerge dans la consultation? Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment tout ce que nous avons appris. Soit les gens me demandent, les gens savent plus ou moins ce que je fais, et puis voilà. me demandent, si vous voulez, ils savent que j'utilise les centres d'énergie dans, enfin, pas tous, mais pas mal de gens qui me consultent savent que j'utilise les centres d'énergie, donc ils vont me poser des questions là-dessus. Par exemple, ils vont me dire, bon voilà, moi, avec les notions qu'ils peuvent avoir, moi je crois que j'ai un problème au niveau du 4e chakra, comment je peux voir ça dans le thème, etc., etc. Donc on abordera cette question. Ou alors, moi je fais un travail qui pour moi est directement lié à mon travail d'astrologue, hein, de connaissance de soi à partir des centres d'énergie. Donc là, il y a des gens qui viennent me voir régulièrement, comme c'est un travail énergétique, il faut toutes les 3 semaines pour faire un travail sur soi. Toutes les 3 semaines, il faut... Ouais. Ah oui, il y a une l'énergie, l'énergie c'est 21 jours. Hein. Le cycle d'énergie se fait en 21 jours. Donc à partir du moment où se fait un travail énergétique, il faut attendre 21 jours entre 2 séances. Donc ça, c'est que moi je suis formé en psychothérapie, donc les gens font, est-ce qu'il faut l'appeler psychothérapie? Enfin, ils font un travail sur soi, donc à partir des centres d'énergie. Mais ça débouche forcément sur une problématique physiologique ou anatomique, votre travail. Quand les gens disent qu'ils ont un problème au niveau du chakra, c'est quand même une douleur ou une difficulté au niveau physique? Oui, ils vont le ressentir au niveau physique. Cela dit, les chakras sont en relation avec le plan physique, mais ne sont pas liés au plan physique. Ah, mais là c'est pareil, donc il va y avoir un ressenti extérieur qui est très simple. Physique. On passe toujours du ressenti de l'objectivation. Quand on fait des séances de chakras, si on peut dire, parce que le mot aussi, hein, bon, c'est toujours à partir du ressenti. Oui. C'est-à-dire la personne est assise, là, une des premières choses dont je vais lui parler, c'est de son assise, précisément. Ah oui. C'est-à-dire prendre conscience de son assise. Comment est-elle assise? Est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il a l'impression d'avoir une assise floue, légère, inconsistante, ou est-ce qu'au contraire, il a l'impression d'avoir pris corps sur sa chaise, bien implanté, et rien que ça, d'étudier ça, ça change énormément les choses. Oui. Parce que et si vous voulez, le simple fait de dire « Ah oui, je suis assis, mais vraiment, oui, mon assise, elle est toute légère, et puis j'ai l'impression que la fesse gauche est plus appuyée que la droite, c'est comme si j'étais complètement décalé sur la gauche. » Alors que c'est une impression, c'est-à-dire que vous le voyez, il est parfaitement... Il semble tout à fait en équilibre. Mais la personne va avoir l'impression qu'elle est décalée, par exemple, sur la gauche, très penchée. Bon, le simple fait de parler de ça, ça corrige. Alors que s'il corrige de force, il dit « Oh là, je ne suis pas bien », eh bien, ils n'auront pas l'information qui leur permet de véritablement corriger. Oui, donc, même chose, j'ai les pieds posés par terre, mes pieds sont tout légers sur le sol. Rien que de rendre compte de ça, le pied devient plus appuyé, tout seul. Et c'est tout léger, et puis ça me dit ça. Je ne sais pas pourquoi, mais mon pied gauche, il est tout léger, puis il a envie de partir, il a envie de démarrer, etc. Et la personne parle de ça, et elle va comprendre tout un tas de choses qui corrigent tout seul
l'impression qu'il avait au départ. Oui. Et cette correction vient uniquement de l'information qu'il recueille au fur et à mesure qu'il observe ce qui se passe en lui. C'est extraordinaire. En effet. Alors après, vous avez par exemple pour le 4e chakra, que l'on sent très volontiers, qui est ici, hein, qui se situe là. Quand on dit c'est moi, on tape sur son 4e chakra. Comme quoi, quelque part, on sait où ils sont, hein, nos chakras. Donc vous dites c'est moi, vous tapez dans votre 4e chakra. Et la personne dit là, oh, je me sens tout comprimé, je me sens tout serré, je me sens tout serré à ce niveau-là. Je lui demande, ben voilà, vous restez avec ça. Même si c'est pas très agréable, vous restez avec ça. Et qu'est-ce qui vous vient? Alors, par exemple, il vous dit, oh, c'est serré comme si c'était un torchon qu'on serre, qu'on essore, là, etc. Et au fur et à mesure qu'il parle, vont venir des tas de choses qui peuvent concerner d'ailleurs son enfance, sa maman, son papa, ceci, cela. Et au fur et à mesure, s'il est vraiment dans l'énergie, s'il est vraiment dans ce qu'il ressent, vous allez voir la chose se dénouer toute seule. C'est extraordinaire, non? Non, mais effectivement, ce qui est frappant dans la rencontre que nous avons avec vous, c'est qu'effectivement, il y a toujours un dialogue entre l'observable, le visible, et l'invisible. Quelque part, parce que au fond, l'astrologie, c'est de l'invisible, quelque part. C'est bien cette relation, c'est d'ailleurs le symbole, c'est la définition du symbole. C'est la relation entre le visible et l'invisible. Donc un astrologue doit être cette relation entre visible et invisible. Donc il y a quelque chose là de bien lié à la Terre et de lié au ciel. On pourrait dire aussi que d'une certaine manière, les typologies sont visibles, le thème astral, vous n'avez pas besoin de faire le thème, autour de vous, vous voyez des gens et vous pouvez presque naturellement, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, croiser quelqu'un, avoir déjà une première idée de cette personne qui est dans l'ordre du visible, et après pour passer au niveau de l'invisible. Il faut être très modeste. Hein. Enfin, je suppose que vous avez un certain entraînement dans ce domaine-là. Il y a quelque chose de malsain à vouloir catégoriser les gens, donc c'est pas quelque chose que... Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'interroger la personne pour savoir sa catégorie. Encore une fois, il y a des gens chez qui c'est pas toujours très net, oui, mais enfin, souvent, oui, c'est extrêmement clair. Globalement, il y a un relationnel qui... C'est quand même qu'à la limite, pour simplifier, vous savez qu'une femme, quand vous rencontrez quelqu'un, si c'est un homme ou une femme, oui. Si elle est vieille ou si c'est quelqu'un de jeune ou âgé, vous pouvez aussi vous dire, voilà, cette personne-là est plutôt telle planète ou telle autre. Oui. C'est partie du rapport ordinaire au monde. Oui. Et puis après, effectivement, pour entrer dans ce que vous dites est très juste, par contre. Tout ce plan visible témoigne de quelque chose d'invisible. Oui, c'est-à-dire témoigne de quelque chose d'invisible et se prolonge dans l'invisible par des ramifications extrêmes. Par la théorie du karma, hein, on dirait, si je suis un type Jupiter-Mars, eh bien c'est en relation avec mon karma. Mais qu'est-ce que le karma? Oui. Et là, effectivement, là aussi, ce que vous venez de dire sur les chakras, les gens, même s'ils ne font pas d'astrologie, même s'ils ne connaissent pas la carte du ciel, il y a des choses qu'ils captent. Tout à fait. Et c'est extrêmement simple. Autant si vous dites, bon, on va faire les chakras, les gens vous regarderont, vous vont dire, oulala, où c'est qui va m'emmener celui-là? Autant quand vous passez à la pratique, c'est d'une simplicité extraordinaire. J'ai pas vu, j'ai vu des gens qui n'y arrivaient pas du tout à entrer là-dedans, mais sinon, alors, ça se fait vraiment très simplement et par le ressenti. Alors, cela dit, ça vous emmène très loin, c'est-à-dire vous rendez compte que ce n'est pas que le ressenti, vous entrez vraiment dans votre monde intérieur. C'est pour ça que moi j'appelle volontiers les chakras centre d'énergie, centre psychique, centre alchimique. Et je ne sais pas d'où vient cette formule, je sais qu'elle a été employée au Moyen-Âge, et je n'ai jamais retrouvé les références. Hein. Mais voilà, les chakras nous plongent dans notre monde intérieur. Et là-dedans, vous pouvez aller très très loin. Alors tout à l'heure, vous avez fait des allusions aux configurations mondiales actuelles. Là aussi, on est quelque part dans le visible aussi, puisqu'à un certain moment, il y a des choses qu'on voit se manifester et qui ne sont pas dans le secret des familles. C'est la part émergée de l'iceberg. Donc là, à votre avis, actuellement, le monde de l'astrologie est très prégnant au niveau de ces manifestations extérieures, en quelque sorte. Puisque vous parlez des aspects majeurs qui actuellement existent, donc ils sont tangibles. L'astrologie actuellement est très tangible, selon vous, au niveau mondial, au niveau des cycles, au niveau des événements. Là, il se passe des choses extrêmement importantes qui indiquent une échéance. Oui. Et donc si c'est important, c'est que c'est tangible. C'est que ça se perçoit. En tout cas, ça se perçoit bien avec la crise financière mondiale. Donc il n'y a pas besoin d'être astrologue pour le sentir.
C'est ça. Non. Par contre, l'astrologie donnera une lecture de tout ça. Si vous voulez, encore une fois, l'intérêt de est-ce que l'astrologie, ça pose toujours la question de la prévision. Est-ce que le rôle de l'astrologue est de prévoir? Est-ce qu'il est de prévenir? Ou est-ce qu'il est de donner des signes? Ce sont des signes dans le ciel, comme on dit. Voilà. Alors actuellement, nous avons un certain nombre de signes majeurs dans le ciel. Ils veulent nous signifier quoi? C'est la question qu'on peut poser. Vous avez le cycle Saturne-Pluton qui est en train de se défaire ici, hein, puisque Saturne est carré à Pluton, et Saturne va vers Pluton, va vers une conjonction à Pluton qui va avoir lieu, je ne sais pas quand. La conjonction à Pluton, Saturne est en balance. Oui. Donc Pluton est en Capricorne, alors il va rencontrer dans pas mal de temps. Oui, dans quelques années. Donc il y a un cycle qui a commencé en 84 qui est en train de se défaire. Oui. Ce cycle en 84 était extrêmement important, il s'est passé en balance, et il a signifié l'essor fantastique de la Chine, hein, actuellement. Bon. Donc quelque chose est en train de se défaire par rapport à un ordre mondial qui s'est constitué à partir de là. Bon. Et on voit ce cycle en train de se défaire à tous les niveaux. Pluton est très en relation avec la pollution, par exemple. Bon, c'est donc tous ces problèmes que pose la pollution actuellement, et tous les règlements qui seraient nécessaires par rapport à cette question. Donc on est, actuellement, Saturne, Pluton nous avertit de quelque chose de majeur à ce propos. Excusez-moi, je voudrais revenir sur ça. Ce cycle, il se faisait au moment de la conjonction, c'est ça? Oui. Et il se défait parce que là, on est en carré bientôt. Voilà. C'est l'effet dans le carré de retour. Saturne étant derrière Pluton et allant rejoindre Pluton. Donc vous employez spontanément un langage que j'utilise moi-même, c'est-à-dire il y a des configurations qui font que le cycle se constitue en quelque sorte et se forme et se constitue, se développe, donne son plein. Ça a été assez bien décrit par l'astrologie humaniste et par Rudyard, hein, même s'il y a toujours un flou là-dedans qui est assez... Mais bon, c'est assez bien étudié, tous ces cycles résonance, comment ils se font et se défont. Donc le carré est le moment où il se défait. Le carré de retour. Le retour. Mais alors, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entre les deux, vous avez tout le cycle qui se développe avec des moments clés. Ah oui, d'accord. Donc il n'a pas cessé de se développer. D'abord, il y a la conjonction Saturne-Pluton. Après, vous avez ce bisextile, si vous en tenez compte, voilà, de Saturne à Pluton qui est derrière lui, puis sextile, puis le carré, qui est une première phase très importante. Donc chaque aspect va déterminer un seuil dans un temps particulier, oui. Voilà, un seuil dans la signification de cet aspect, dans son développement. Mais comment vous articulez, Monsieur Guiraud, avec les autres cycles? Parce que pendant ce temps où il se produit ça, il y a d'autres cycles qui existent. Les cycles, c'est comme les poupées russes, hein, ils s'emboîtent les uns dans les autres, du plus petit au plus grand. Oui, c'est comme ça, d'accord. Ils s'emboîtent, enfin en tout cas ils se croisent, ou ils interfèrent, je ne sais pas. Oui, il va y avoir le cycle le plus important, par exemple Neptune-Pluton, voilà un cycle extrêmement long qui est de 500 ans à peu près. Oui. À l'intérieur de ça, vous avez le cycle Pluton-Uranus, puis le cycle Pluton-Neptune, et ainsi de suite. Et puis jusqu'au cycle plus rapide, Lune-Mercure, Lune-Vénus, Lune-Soleil. D'accord. Donc, ce sont des cycles très individuels, très rapides, voilà, et qui peuvent vous montrer des tas de choses sur vous-même. Encore une fois, moi qui ai une opposition Lune-Vénus, je vais être très sensible à ce cycle. Et donc, carré Lune-Vénus, je suis agité, conjonction Lune-Vénus, je suis agité, nouveau carré, je suis agité, etc. Cela dit, là, quand vous avez une connaissance de vous-même, une prise en compte de ça, vous voyez les choses changer, exactement comme les chakras tout à l'heure. C'est la même chose. Lorsque vous recueillez les informations, lorsque vous êtes sensible à ce qui se passe, lorsque vous savez l'observer, mais pas une observation intellectuelle de l'entomologiste qui découpe l'insecte en deux, mais une observation sensible. Être présent à ce que je vis à tel ou tel moment, vous voyez la chose se dégager toute seule. Donc je dis, on ne résout pas les problèmes, ils tombent tout seuls. D'accord, donc vous arrivez à... ça, c'est majeur, on ne résout pas les problèmes. Les problèmes, lorsque vous prenez en compte un problème, lorsque vous l'accueillez, lorsque vous parlez de lui, si vous allez au bout, vous voyez le problème tomber. Il n'existe plus. Vous ne savez même pas comment, mais le problème n'est plus là. Oui. Oui, c'est vrai, il y a des choses il y a des changements qui se font, il y a des basculements qui ne correspondent pas à une logique le problème interne. C'est quelque chose. C'est comme si on avait dit, bon, ça a assez duré,
on passe à autre Oui. chose. Le problème nous quitte, mais il nous quitte si on l'a accueilli et si on a laissé, on lui laisse dire ce qu'il veut nous dire. Oui, d'accord. Et à condition d'établir avec lui une relation sensible et non pas purement mentale, ou comme on dit intellectuelle, en utilisant très mal ce mot. C'est-à-dire, c'est pas si j'observe la chose en l'analysant et la comprenant que je fais le moindre progrès. C'est si je la relie au monde sensible, tout en l'observant. Là, je fais un progrès. Bon, alors, bon, pour revenir à la question des cycles qui me passionnent, donc là par exemple, le cycle Saturne-Pluton qui vous paraît important, oui, mais comme par exemple actuellement, vous avez Jupiter-Uranus actuellement, hein, qui est en train de se... Oui, en Bélier, oui. Une conjonction Jupiter-Uranus qui est en train de se faire, donc nouveau cycle Jupiter-Uranus oui. qui commence là. Et alors, c'est pour ça que je suis très admiratif devant tous ces astrologues qui jonglent avec les différents cycles et les relient, les communiquent. C'est dur, hein, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile, mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi je travaille sur un nombre beaucoup plus faible de données, et donc je n'ai pas ce problème. Moi je travaille sur, j'ai un cycle majeur, donc il n'y a pas besoin de se partager avec d'autres cycles. Ça, je ne sais pas si c'est lunaire. En tout cas, bon, de même que par exemple, bon, j'en parlais hier avec une astrologue humaniste de côté Grenoble, elle me disait, ben oui, voilà, il y a une configuration à un moment donné, et puis ça va durer 1 degré ou 1 degré un peu plus, enfin il y a une orbe, bon, qui fait que ça va durer 100 ans, et puis après, on va passer à autre chose. Il y aura une autre configuration qui va se produire, et puis entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Alors vous avez peut-être une idée selon laquelle, quand il ne se passe rien, qu'est-ce que ça veut dire quand il ne se passe rien? Le cycle continue quand même. Hein. Oui, c'est ça. Simplement, on ne le perçoit pas. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas actif. Mais il ne produit peut-être pas des choses très significatives. Disons qu'il n'y a pas une échéance évidente par rapport à lui. Donc le moment où la manifestation du cycle sera la plus forte pour vous, c'est le moment où la configuration se produit, où l'aspect se produit. La conjonction, vous voulez dire? La conjonction ou le carré. C'est là qu'on passe un peu de l'invisible au visible, si vous voulez. C'est ça, voilà. Donc pour vous, c'est là que quelque chose se manifeste en relation avec ce cycle. C'est le moment où la configuration... Et ce qui ne veut pas dire que le cycle n'a pas été efficient tout le long. Oui, mais pour l'astrologue, d'après ce que moi je suis en train de... Selon vous, pour l'astrologue, a intérêt à situer son travail au niveau prévisionnel au moment où les aspects se forment. Si vous voulez, parce que c'est là qu'il y a des choses Moi je reprends cette formule qui me paraît la plus utile, des signes qui nous sont donnés, des signes dans le ciel qui nous sont donnés. Oui, bon. C'est très... Et qu'est-ce que signifie comment moi je peux comprendre ces signes qui nous sont donnés? Oui. Saturne-Pluton, il fait son cycle tout le long, et puis il y a un moment donné où Saturne vient au carré à Pluton, bon, un signe nous est donné de quelque chose. Oui. Mais je suis obligé de reprendre le cycle global, si vous voulez, pour situer ce qui se passe à ce moment donné. Comme je vous disais, actuellement, par exemple, c'est tout un cycle qui est en train de se défaire entre Saturne et Pluton. Oui, c'est ça. Donc c'est un ordre mondial, ici en l'occurrence, qui est en train de changer, avec, comme Saturne-Pluton marque tout particulièrement la Chine est concernée très fortement par ce cycle mondial, et la Chine joue un rôle très important pour redistribuer les cartes au niveau mondial par rapport à ce cycle. En tout cas, il y a une expression qui me paraît... Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, pour vous, l'astrologie avait la charge de rendre compte des signes qui existent au niveau astronomique, et qu'elle ne doit en laisser passer aucun, en quelque sorte, qu'elle doit tous les traiter, dans la mesure du possible, dans la mesure de ses moyens, dans la mesure de ses connaissances. Des moyens du pauvre astrologue qui pratique. Est-ce que le mot divination est un mot qui vous fait peur? Je vois que vous avez par exemple un jeu de tarot ou des jeux de cartes sur votre... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les tarots de façon... Non, mais enfin, je veux dire que ce sont... Oui, c'est ça. Moi, ce que je vois, est-ce que le mot Mansi vous fait peur, par exemple? Non, pas du tout. Voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas un mot qui vous fait peur, parce que si vous employez le mot signes qui nous sont donnés, c'est quand même il y a toute une sémantique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous sont donnés... Moi, je suis obligé de tenir compte du travail
d'un certain nombre de responsabilités que je peux avoir vis-à-vis des personnes qui sont là. Annoncer des catastrophes, ça ne sert strictement à rien, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter des catastrophes? C'est déjà beaucoup plus intéressant. Et ce que je dis, moi, par rapport à la pratique que je peux avoir avec les personnes que je reçois, c'est encore une fois celle de qualifier le temps. Ça, c'est directement utile à la personne qui est là en face de moi. D'accord. Donc j'essaye de lui indiquer la qualité du temps qu'elle vit et la qualité des temps à venir. Par exemple, quelque chose de très utile pour quelqu'un qui entreprend, c'est de lui dire, voilà, là, vous avez un temps qui est très favorable pour faire telle ou telle chose. Là, vous avez un temps qui est difficile pour faire telle ou telle chose. Là, vous avez un temps où il y a une menace. Mais c'est différent de dire à quelqu'un, bon, encore que quelquefois ça peut être très utile, hein, voilà, vous avez une entreprise, et bien écoutez, l'an prochain, elle va couler. Vous comprenez? Par contre, quelquefois, il faut dire aux personnes, voilà, vous êtes à une échéance extrêmement difficile, il faut quand même que vous réfléchissiez sérieusement, parce que si les choses continuent telles qu'elles sont là, ben, ce sera bien difficile. Mais c'est vrai, il faut pourvoir et prévoir avant. D'ailleurs, il faut prévenir avant de... Oui. Et y compris positive, c'est-à-dire là, par exemple, là, n'agissez pas, ou ça ne me paraît pas, après les gens font ce qu'ils veulent, hein, ça j'insiste toujours aussi, qu'ils gardent complètement leur libre arbitre, et je leur dis, bon, vous voulez faire un voyage, vous espérez ceci ou cela de votre voyage, pour moi c'est pas le bon moment. Et après je chercherai ce qui sera pour moi le bon moment, mais à lui de juger, hein, bien entendu. Et là, en vous entendant, on a l'impression que vous entrez un peu dans la peau de l'astrologue, c'est un peu ce métier c'est ce qu'on attend de l'astrologue en fait, ce que vous êtes en train d'écrire. C'est ce pourquoi on va le voir. C'est ce pourquoi on est allé le voir depuis des siècles. Oui, en partie. En partie, si vous voulez, il y a des gens qui me demandent ce travail-là. Il y a des gens qui me demandent bien autre chose. Pour moi, quand même, l'astrologie, l'axe essentiel de l'astrologie, c'est la connaissance de soi. Alors, je vais vous poser une question. Donc il y a des gens aussi qui viennent avec cette optique-là. Et là, vous pouvez les aider aussi. Avec votre connaissance d'astrologue qui sait interpréter un thème, qui sait en tirer... Oui, ce que je vous disais aussi, hein, entrer dans une relation sensible avec soi-même. Donc, l'art de l'astrologue, ce serait de permettre à la personne d'entrer dans une relation sensible avec elle-même à partir de cette étude que je fais avec elle de sa carte du ciel. Et alors donc, avec elle-même, dans ce qu'elle a d'unique en quelque sorte, ou dans ce qu'elle a de personnel, ou dans ce qu'elle partage avec d'autres personnes? Les deux. Parce que là aussi, l'astrologue, parfois, il risque d'enfermer l'individu dans une espèce de bulle où il est le centre du monde, où les autres, comme si le monde tournait autour de lui, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est normal que ça soit ça? Est-ce que ça correspond à une réalité? Parce que dans un point de vue karmique... Encore une fois... Quelquefois, à votre insu, sans le vouloir, vous l'avez enfermé dans sa bulle, si vous avez mal fait votre travail. Ou si la personne veut à tout prix se remettre dans sa bulle. Là, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez. Hein. Après tout, et fort heureusement, il y a la liberté de la personne qui veut comprendre ce qu'elle veut, qui veut entendre ce qu'elle veut et qui veut en faire ce qu'elle veut. Tout à l'heure, si ce n'est pas indiscret, vous disiez que vous étiez un petit peu de sensibilité anarchique ou anarchiste. Est-ce que l'astrologie n'encourage pas cette... Alors attention, pour moi, l'anarchie n'a rien contre l'ordre. D'accord. Bon. Pour moi, le cosmos des Grecs est quelque chose qui me parle et qui est éminent, et qui concerne l'astrologue. Alors, par rapport à la société, je pense que plus on va vers, appelons ça le spirituel, plus forcément on va vers une société, alors le mot communiste est tellement maladroit là-dedans que j'ose pas l'employer, et que je n'ai rien à voir avec le communisme de Marx, hein. Mais vers une société de partage, dirons-nous, et vers une société où la hiérarchie n'est nécessaire que s'il y a du désordre. Voilà, je dirais. Plus vous vous libérez spirituellement, moins vous serez porté à vous approprier les choses et à vous identifier à ce que vous vous appropriez, à ce dont vous vous appropriez, et moins vous serez sensible à l'idée de pouvoir,
Alors je ne parle pas du pouvoir lui-même, je n'ai rien contre le pouvoir lui-même. Pour moi, le pouvoir est essentiel, c'est d'ailleurs en relation avec le troisième chakra, c'est une partie éminente de soi-même, mais comment se vit le pouvoir? Que chacun de nous ait un pouvoir et qu'il le manifeste, c'est une nécessité. Ce qui ne va pas, c'est quand on prend le pouvoir ou quand on laisse, ou quand on subit le pouvoir des autres. Moi, je pense que plus on est développé, moins on a besoin de prendre le pouvoir, moins on donne aux autres le pouvoir. Donc voilà, c'est dans ce sens que je dirais que l'évolution spirituelle va vers l'anarchie et vers, disons, le partage des biens, pour éviter le mot communisme. Tout à l'heure, vous avez tenu des propos un petit peu réservés, mais je pense que sur l'astrologie humaniste... Pour moi, Dieu est anarchiste, si vous voulez. Oui. Dieu est anarchiste et il partage ses biens. Il y a pas mal d'astrologues qui... C'est vrai que la question du moi, vous savez que la question du moi, elle fait énormément de problèmes au niveau de la spiritualité. C'est à la fois... Il y a des contradictions, parce que à la fois, le moi est important parce qu'il traverse effectivement les vies successives. En même temps, c'est quelque chose qui est à dépasser. Enfin, je veux dire, on s'embrouille beaucoup dans ces histoires concernant le moi. Faut-il dépasser son moi? Faut-il se recentrer sur son moi? J'ai l'impression que beaucoup de gens sont très hésitants. Et d'ailleurs, quand on va voir l'astrologue, c'est... Patanjali, par exemple, Patanjali, le maître du yoga, disait qu'il aimait les égos forts parce qu'il faut savoir ce qu'on doit abandonner. Oui, je me souviens d'avoir entendu ça. Oui. Donc, si vous voulez, avoir un moi bien constitué et présent est une nécessité, mais il faut l'abandonner. Et après, qu'est-ce que c'est que le moi? Qu'est-ce qu'on appelle le moi? La différence que l'on fait entre le moi et l'ego, bien que ego, hein, c'est le dire moi, mais bon. C'est un contenant, le moi. Le moi est un contenant. Mais est-ce que l'astrologie a vocation... Si le moi vous parle du soleil. Et le soleil, on oublie toujours ce point au milieu du cercle soleil. Moi je crois que vous êtes pris entre plusieurs feux, c'est-à-dire que d'une part, l'astrologie a des obligations par rapport à l'astronomie, c'est-à-dire qu'elle doit montrer toutes ses applications, tout ce qui nous est parvenu, tout ce qui fait signe astronomiquement pour nous, et vous dites qu'il faut bien que ça serve à quelque chose, tout c'est là. Et d'autre part, vous essayez malgré tout de faire apparaître un ordre, une cohérence, à partir d'un cosmos qui finit par devenir assez désordonné, parce que ce cosmos, par sa complexité même, il n'incarne pas de façon claire un ordre. Disons que l'ordre nous échappe. Oui. Surtout effectivement avec la complexité de l'astronomie moderne, l'ordre nous échappe, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. En tout cas, il me semble en vous écoutant que vous avez un devoir d'assumer la complexité des signes qui vous sont envoyés. Oui. Et donc par conséquent, vous êtes obligé... C'est-à-dire que si le cosmos est complexe, ça veut dire que l'être humain et la société est complexe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obligation de complexité qui est dictée par le principe initial de prendre en compte le cosmos, puisque le cosmos nous parle de l'être humain. C'est un peu ce qu'Henri Barbeau écrivait. Il y a quelque chose là-dedans de surhumain, il faut bien le comprendre. Quelque chose qui n'est pas à mon échelle. Je ne peux pas travailler tout seul. Je suis obligé d'être relié. Oui. Sinon, après moi, je fais les choses avec mes mesures humaines. Alors le paradoxe, c'est pour ça que l'astrologie dite humaniste, il y a quelque chose pour moi qui ne va pas très bien. Oui, pourquoi? Bon, enfin, ça n'empêche pas, parce que comme Rudyard a un sens éminent du Saint-Esprit, et ça je connais ça parce que vraiment je trouve qu'il parle du Saint-Esprit de façon très belle, très juste et très importante. Mais si je suis là, c'est très bien d'ailleurs de mesurer mes forces humaines et de comprendre donc que je ne peux pas tout, et de comprendre que je suis avec quelque chose qui me dépasse très nettement. Et après, si je veux, je ne sais pas comment dire, dans un cadre chrétien, eh bien, il faut que je travaille avec le Saint-Esprit autant que possible. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire que vous êtes un astrologue chrétien. Pour moi, il y a une unité transcendante de toutes les traditions. C'est cette unité qui me paraît majeure, intéressante et importante à notre époque. Je pense que c'est elle qui est extrêmement importante. Donc moi, je me suis intéressé énormément à l'Inde et à ce qui est vraiment l'Inde, c'est-à-dire ce que les Indiens appellent le libéré vivant. Donc Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta, des gens de ce genre.
Je me suis intéressé énormément à l'Inde, je me suis intéressé, sinon en tant que chrétien, à l'orthodoxie beaucoup. Je me suis intéressé à la Kabbale, énormément même à la Kabbale, et ainsi de suite. Et pour moi, il y a une unité de toutes ces traditions. Je me suis intéressé au soufisme, à l'islam et au soufisme. Et ce que je cherche là-dedans, c'est l'unité de toutes ces traditions, sans nier leur particularité, hein, qui peut être utile pour telle ou telle. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, enfin, mais amusante, enfin amusante, je ne sais pas si c'est amusant d'ailleurs. Cette découverte des nouvelles planètes, pour vous, ce sont des signes successifs que l'humanité reçoit, je suppose. Oui, on peut le regarder. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui pensent que s'il y a bien un sujet où les astrologues sont tous plus ou moins un peu mystiques, c'est bien la question des nouvelles planètes. Hein. Vous voulez dire Uranus, Neptune? Oui, comment ils ont été découverts, qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi on les a découverts à ce moment-là. Là, il y a vraiment de ce côté-là, on touche à une corde mystique chez beaucoup d'astrologues. Hein. L'astrologie des planètes transsaturniennes, c'est une astrologie qui est un petit peu mystique. Parce que les planètes comme Saturne, bon, on les connaît depuis très longtemps, donc bon, on est plus dans une sorte d'astrologie récurrente, de rouage. Alors que là, on a l'impression, et moi je parle en tant que sociologue, hein, je ne suis pas en train de parler de mon point de vue, on a l'impression que là, véritablement, on a l'impression que le ciel nous parle. Alors moi, on entend d'un entretien à l'autre, effectivement, que c'était le moment qui correspondait, que c'était le moment où l'humanité a changé, il s'est passé des choses dans l'humanité, et que ça a correspondu à la par exemple, Uranus et la Révolution française. Oui, c'est cela, Neptune, ça. Et les Lumières et la Révolution française. Ça vous parle, ce genre d'argumentation? Je ne saurais pas vous dire. Pour moi, ce sont des signes, oui. Oui, donc c'est pour ça que je dis, c'est dans la logique de votre... Par contre, je pense que c'est une illusion de se figurer que c'est nous qui découvrons ça, et que c'est la première fois dans l'humanité que découvre ça. Encore une fois, intervient sur le plan visible toute une dimension qui, elle, devrait rester occulte, invisible. Moi, je n'ai rien dit contre la typologie. Il ne faut pas qu'elle arrête. Je dirais simplement, cher monsieur Guiraud, que la typologie qui me paraît incontournable, c'est plutôt la typologie masculin-féminin, voyez-vous. Oui. Alors, celle-là, apparemment, elle ne fait pas partie de vos préoccupations majeures. Pourquoi vous dites ça? Puisque vous avez une autre typologie fondée sur le type planétaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abord. Non, mais je veux dire, je ne sais pas comment vous coordonnez une typologie masculin-féminin avec votre typologie. Et d'ailleurs, je vais un petit peu polémiquer avec vous à ce sujet, justement, parce que, en effet, je dirais que quand même, vous parlez tout à l'heure des poupées russes, ben, la typologie masculin-féminin, elle prime sur les typologies dont vous nous parlez, d'une certaine manière. Elle est préalable. Et d'une certaine manière, toute typologie en cache une autre, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'on en propose une pour occulter celle qui est plus en haut. C'est-à-dire que chaque subdivision, si vous voulez, tend à occulter le rayon au-dessus. Oui. Hein, et ça, il faut quand même... Souvent, c'est parce que ça paraît évident. Il paraît évident qu'il faut distinguer, par exemple, le féminin du masculin ou le masculin du féminin. Oui, cela dit, c'est peut-être évident, mais il faut savoir le faire. Ce n'est pas forcément aussi simple que cela, n'est-ce pas? Moi, je crois que beaucoup d'astrologues sont... De la même façon, d'ailleurs, je crois qu'il y a on fait un peu l'impasse sur pas mal de choses. Alors, d'une part, effectivement, il y a... une typologie peut en cacher une autre, comme on pourrait dire, n'est-ce pas? Et une typologie peut avoir été établie pour, justement, cacher l'autre. Beaucoup d'astrologues préfèrent largement qu'on parle des 12 signes zodiacaux ou des 10 planétaires que de la dialectique masculin-féminin. Ils sont beaucoup plus à leur aise, et d'ailleurs ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils peuvent être intarissables sur les planètes et sur les signes, mais ils sont beaucoup moins disaires en ce qui concerne... C'est parler de Soleil, Lune et Mars-Vénus, par exemple. Peut-être. Effectivement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, jusqu'à un certain point. Bon, mais
je pense que ça ne se réduit pas à cela, mais effectivement, on pourrait évidemment dire que les dieux et les déesses correspondent à la dualité masculin-féminin, par exemple, peut-être, en effet. Et puis, alors, au niveau... Mais par exemple, la symbolique du soleil est inépuisable. Parce que le soleil est au-delà du masculin et du féminin, effectivement. Eh oui, oui, par exemple. Mais enfin, à partir du moment où la lune se manifeste, le soleil devient masculin. Oui. Le soleil, je disais, ce point à l'intérieur du cercle fait comprendre ce qu'est le moi, l'ego, oui, mais le problème, c'est que... le soi, ce que les Indiens appellent le soi, ce que les bouddhistes appellent le vide, tout ce que vous voudrez. C'est magnifique, le symbolique du soleil. Oui, mais la dualité, c'est la... Moi, je travaille beaucoup sur la dualité. Donc, moi, je ramène tout à la dualité, dans tous les domaines. Au niveau cyclique, au niveau du nombre de planètes, au niveau de tout. Donc, je suis l'homme de la dualité. La dualité a une dynamique qui n'est pas la même que lorsque l'on passe au 4, au 8, etc. C'est pas la même chose. D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire... J'en parle souvent avec mon ami Mazuir à Lyon, et puis également à côté d'Aix-les-Bains, que le cerveau a du mal à suivre ce qui n'est pas ce qui n'est pas binaire. Ça, c'est sûr. Si par exemple vous me posez une question, si je ne vous réponds pas par oui ou par non, ça va peut-être pas être facile de communiquer, par exemple. Bon. Or, l'astrologie comporte des outils qui ne sont pas binaires, qui proposent plus que 2 réponses sur presque tous les sujets. En tout cas, au niveau de typologie, il n'y a pas A ou B, il y a A, B, C, A, B. Donc la typologie dont on vient de parler ce matin, ne sont... Bon, même si elles sont binaires quelque part, en tout cas, elles le dépassent, elles le démultiplient, elles le complexifient. Les cycles, n'en parlons pas, c'est évidemment aussi extrêmement complexe. Alors vous allez me répondre, le cosmos n'est pas binaire. Alors vous allez me dire, le cosmos n'est pas réellement binaire, même s'il y a des éléments de binarité, il y a beaucoup de facteurs, donc ces nombreux facteurs, bah, on n'est pas dans la binarité. Donc là aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est le passage du plan binaire au plan non binaire, voyez-vous. Mais là, je vois pas en quoi... Ah bah écoutez, tant mieux, on pourrait... ça veut dire quoi par exemple, les signes, c'est 2 fois 6. C'est très clair. Oui. C'est 2 fois 6. Vous les placez en deux ensembles de 6. Oui, bah, c'est bien. Là, d'ailleurs, symboliquement, c'est le dragon qui crée les signes. Alors le dragon, c'est effectivement, on est dans la binarité quelque part avec le dragon. Et dans le dragon, vous êtes tout à fait dans un... Oui. En même temps, c'est une unité, mais binaire. Oui, mais il y a des choses dont vous parlez qui sont dans la binarité, et d'autres qui ne le sont pas. Ou qui le sont. Ce qui serait intéressant, c'est que en haut, il y ait la binarité, et puis effectivement, quand on descend, on la dépasse, cette binarité. Alors, dans ce cas-là, en haut, mettez même l'unité, puis après la binarité, et ainsi de suite. Quoique l'unité, vous savez, l'unité, moi je me méfie beaucoup de l'unité, parce que l'unité, par exemple, tout à l'heure vous parlez de l'universel, l'unité s'entend très bien avec la diversité, voyez-vous. Tout à fait, oui. Hein, donc c'est la dualité qui fait problème, mais l'unité et la diversité, aussi par exemple que ça puisse paraître, ça va très bien ensemble. Parce que on est tous des individus, tout astrologue dira, nous sommes tous des individus au sein d'une universalité, d'un univers. Par contre, la binarité, ça c'est moins sûr, ça passera moins bien. Hein. Donc il y a une sorte de collusion entre l'un et le plus que 2, mais regardez par exemple, même dans la dualité, regardez, quand il y a par exemple un élément positif, un élément négatif, c'est une façon de dire, voilà, bon, il y a un élément négatif dont on se passerait bien. Donc on revient à l'unité. On combat la dualité, soit en retour à l'unité en disant qu'il y a un des éléments de la dualité qu'il faut évacuer, ou alors on dépasse la binarité vers la complexité. C'est exactement ce qu'on fait avec le dragon maintenant. Il faut exclure le nœud sud, ce qui n'a aucun sens. C'est comme si vous disiez au dragon, voilà, tu te coupes en 2 et puis maintenant tout va aller bien. Oui. Donc je suis vraiment complètement d'accord avec tout ce que vous dites là. Je vois rien qui me gêne. Eh bien, écoutez, aussi bien. Enfin, ou alors peut-être je ne fais pas assez ressortir, peut-être ça vous avez raison. Cet aspect de l'importance de la dualité. Oui, cette espèce de quelque chose
de tout à fait à part avec la dualité, c'est juste. C'est-à-dire que vous avez une succession. Le problème, c'est que vous avez une succession de dualités. Vous avez beaucoup de dualités. Par exemple, quand vous étudiez. Peut-être que l'homme est là pour expérimenter la dualité, d'ailleurs. Donc vous avez un goût de la dualité, même dans les typologies où il y a des combinatoires duels, dans les cycles, il y a, vous en avez parlé longuement, des dualités, mais ces dualités, elles se, je dirais en quelque sorte, elles se gênent mutuellement. C'est-à-dire qu'elles se font de l'ombre l'une à l'autre. Voilà. Et moi, alors, si on présente l'opposition, l'opposition passe par le centre. Non, mais je veux dire que ces différentes dualités, entre elles, elles, il y a des rapports de force entre elles. Alors, tantôt c'est la dualité Saturne-Pluton, d'autre part ça sera la dualité Jupiter-Uranus, etc. Donc c'est une dualité qui n'est pas. Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que vous dites, effectivement, c'est qu'on a tendance tout de suite à en vouloir exclure l'un des deux. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dans le travail sur soi, par exemple, c'est exactement ce qui se passe. Enfin, un travail, je regrette ce mot, hein, mais bon. C'est exactement ce qui se passe. On se dit, oh, là, il y a un problème, j'aimerais bien vite l'évacuer. Vite l'évacuer. Oui, là, c'est ça. Il y a un moment-là, c'est moi et le problème. Oui. Voilà, il y a moi, il y a mon problème, il faut que j'évacue le problème. Oui. Alors qu'en réalité, on est justement dans une relation duelle avec son problème. Bon, d'accord, oui. Effectivement. Et comprendre que le problème... Alors, je ne sais pas comment dire, parce que là, vous allez dire que je vais réduire la dualité, mais comprendre que ces deux pôles, je ne sais pas comment dire, sont... Enfin voilà, il est nécessaire d'intégrer ces deux pôles apparemment opposés. C'est exactement ce qu'il faut faire avec le dragon. Hein. Mais comme vous le disiez, moi j'ai beaucoup aimé une chose que vous avez dit, quand vous avez dit les choses se font et se défont. Là on est vraiment dans une très belle dualité, voyez-vous. Oui, tout à fait. Oui. Et une dualité dans le temps. C'est-à-dire que les choses ne sont pas irréversibles non plus. C'est-à-dire qu'elles vont dans un sens et puis elles vont dans un autre sens. Tout à fait. Il y a le flux et le reflux. Oui. Alors ça aussi, beaucoup d'astrologues ont beaucoup de mal. Voilà une belle dualité d'ailleurs, le flux et le reflux. Certainement. Les astrologues ont beaucoup de mal. Par exemple, l'autre jour, il y avait une conférence en astrologie mondiale à Paris, et à propos de la crise, alors j'ai dit, mais alors, quand est-ce que ça va partir en sens inverse? Parce que moi, je dis toujours, un astrologue, quand il prévoit quelque chose, il faut aussi qu'il prévoie le moment où cette chose-là sera remise en question. Très juste. Donc, si vous faites une prévision unilatérale, à sens unique, vous n'êtes pas crédible. Parce que l'astrologue, c'est la différence entre le voyant et l'astrologue. L'astrologue doit pouvoir dire, ce truc-là, et ça s'est fait, bah, il y a un moment donné où ça va se défaire. Absolument. Et bon, or justement, quand il y a des gens qui sont tellement excités par ce qui se passe aujourd'hui, que l'idée que les choses puissent ne pas continuer forcément dans cette direction, leur est presque insupportable. Ouais. Hein, ils sont plus capables... Moi, l'autre jour, j'ai lancé ça dans la discussion. Je leur ai dit, c'est irréversible. Alors, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu, puisque ce sont des planètes lentes, ça veut dire qu'on est engagé là-dedans pour très très longtemps. Et quand on commence à dire très très longtemps, c'est quelque part une façon de refuser la binarité. Hein? Si je vous dis, oui, je vous laisserai ma place, mais dans 100 ans, ça va être un peu long, voyez-vous. Donc la binarité, quand on crée des dualités qui sont sur des périodes très longues, on se moque un peu du monde, voyez-vous. C'est comme si on renvoie au calendrier grec le changement. Un changement à très long terme, c'est pas un vrai changement. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas assumé réellement dans la réalité existentielle, il est renvoyé. Donc, les astrologues qui vous disent, on est dans l'ère du Verseau, par exemple, et par conséquent, ce qui se passe actuellement, c'est pas fini et c'est pas prêt de finir, eh ben, ils ne peuvent pas envisager la binarité. Ils voient que le mouvement va dans un certain sens, mais ils ne peuvent pas ou ne veulent même pas envisager qu'il puisse aller dans le sens inverse parce que ils ne veulent pas accepter ce que j'appelle une binarité raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où les choses vont s'arrêter, plafonner, revenir en arrière, sur des périodes... Alors, et là, je voudrais vous poser... Mais même quand vous parlez de l'ère du Verseau, hein, vous êtes forcément dans une binarité. Alors, quelle est la binarité de l'ère du Verseau? Le lion en face. Oui, d'accord. Et après, dans un quaternaire, mais dans un second temps. Oui.
Mais d'un autre côté, sur le plan Mais avec typologique, exactement ce que vous dites, c'est-à-dire oui. Des reculs, des Non, mais il y a un va-et-vient, binaire spatial, il y a un binaire dans le temps. Mhm. Le binaire spatial est souvent beaucoup plus facile à gérer que le binaire Oui, temporel. bien sûr. C'est-à-dire qu'on dit, en ce moment, il y a une dualité spatiale. C'est-à-dire qu'il y a deux forces qui cohabitent. Mais dire que tel mouvement est lui-même binaire dans sa propre structure temporelle, ça c'est une autre affaire. C'est-à-dire dire, voilà, actuellement, ça fait ça, et après ça va faire autre chose, qui va être inverse. Il y a les deux Par sont contre, liés, la binarité spatiale témoigne forcément d'une binarité temporelle, même si Mais il semble qu'il y a des gens qui arrivent même si on ne veut pas qui l'apercevoir. arrivent à découpler ces deux problèmes, apparemment, qui sont beaucoup plus à leur aise. Peut-être que la binarité spatiale nous angoisse, temporelle nous angoisse. Oui. C'est beaucoup plus facile d'admettre que mon voisin est différent de moi. Donc c'est une typologie. Les autres typologies que je vous ai écrites, elles sont d'abord spatiales. C'est-à-dire que voilà, il y a des lunaraux solaires, il y a des Saturnes machin, etc. Bon, ben, on est là. Bon. Maintenant, la prise de relais, c'est autre chose. La prise de relais, c'est de dire, voilà, je fais ça, et après, quelqu'un d'autre va faire autre chose. À la suite. Pas à côté, mais à la suite. Parce que là, il y a une sociabilité très différente. Dans un cas, c'est une sociabilité du genre, ah oui, ben mon voisin, il fait comme ça, Oui. mais bon, il continue Non, un peu. faites très attention, parce que cette typologie dont je vous parle tout à fait exactement de ce que vous dites là. Tout à fait exactement. Parce que d'abord, c'est un énéagramme. Alors que là, je vous ai présenté les choses en 7, mais en fait, c'est un énéagramme. D'accord. Et on fait bien comprendre justement qu'il y a un tout là, dans cet énéagramme. Et qu'il y a des relais et ainsi de suite. D'accord, mais on n'a pas eu le temps. Là, si vous voulez, c'est à quoi sert cette typologie et qu'est-ce qu'on en fait, qui ferait comprendre ce que je vous dis là. Mais On ne s'arrête pas, par exemple, je ne vais pas m'arrêter au fait que je suis Lune-Vénus. Si je comprends comment je fonctionne, parce que ce sont des automatismes, ça. Comment je fonctionne dans mes automatismes, là encore, si j'accueille ces automatismes, si je les reçois, si j'en prends conscience, je les dépasse. Et je m'ouvre aux autres types. bien sûr. Si vous avez, moi qui suis Lune-Vénus, à partir du moment où, par exemple, je vois comment je fonctionne de manière assez automatique en tant que Lune et en tant que Vénus, immédiatement, je vais avoir un pied dans Mercure et dans Jupiter. Et ainsi de suite. Non, mais c'est certain. Le thème astral, il y a quand même deux astrologies qui sont un petit peu en chien de faïence. Enfin, je veux dire, beaucoup d'astrologues adorent l'idée du thème astral ou de la révolution solaire, enfin tout ce qui est thème. Parce que là, on est dans une très grande spatialité, avec un très grand nombre de facteurs qui sont là, qui sont présents, et qu'on va relier. Bon, de la même façon, par exemple, que les gens, vous les interrogez dans la rue, ils vont vous parler longuement de la différence entre les Français, les Anglais, les Russes, etc. Donc, dès qu'on est dans une spatialité, maintenant, dès qu'il s'agit de travailler avec quelqu'un, ou de lui laisser la place, comme dans les partis politiques, par exemple, parce que, par exemple, l'alternance, c'est pas simplement dire il y a la gauche et la droite, mais savoir quand est-ce que la gauche va remplacer la droite ou alterner. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, l'astrologie a vraiment un rôle à jouer énorme au niveau de l'organisation du temps. Parce que c'est là que les hommes ont beaucoup plus de difficultés que dans l'espace. Pour l'espace, les hommes n'ont pas besoin de l'aide majeure de l'astrologie. C'est très facile, enfin c'est très complexe et à la fois, bon, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à admettre. Bon. La seule dualité spatiale qui est difficile à admettre aujourd'hui, c'est celle de l'homme et de la femme, en dehors de toute question temporelle. Et j'ai rarement rencontré des astrologues qui avaient des choses vraiment intéressantes à dire sur ce sujet, en dehors du fait qu'ils vont se réfugier, bien entendu, dans la typologie mythologique, etc. Mais je veux dire que c'est ce qu'on appellerait beauté en touche. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que, écoutez, allez voir Soleil Lune, allez voir Mars Vénus. Tout à l'heure, j'ai beauté en touche. Un petit peu, si vous voulez. En tout cas, il ne s'agit pas forcément comme vous dites vous-même, il ne s'agit pas d'être uniquement dans l'astrologie. Être un homme et une femme, c'est pas que de l'astrologie. Moi, quand je rencontre un homme et une femme... L'astrologie n'est intéressante que si elle est dans la vie. Voilà. Donc pour moi c'est plus important de savoir si c'est un homme ou une femme que de savoir quel est son signe de naissance, par exemple. Parce que, et là j'en ai parlé encore longuement, parce que, avant de déterminer... J'avais fait des expériences il y a déjà, je sais pas, une dizaine d'années dans un colloque.
on avait fait une expérimentation, on avait fait ça avec un certain nombre de femmes, et on les avait fait sortir de la salle, et puis on les avait fait rentrer l'une après l'autre, en définissant un schéma de ce qu'est le féminin. Bon. Bon. Après on les fait rentrer, et alors on leur dit exactement la même chose à toutes, l'une après l'autre. Mais chaque fois, évidemment, en s'appuyant sur leur thème à elles. Donc le discours était le même, mais il s'articulait différemment dans le thème. Vous savez que tout astrologue est capable de faire dire à peu près n'importe quoi à un thème jusqu'à un certain point. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avant de me dire quelle femme vous êtes, j'aimerais déjà que vous sachiez que vous êtes une femme. Alors, on va déjà déterminer. Par exemple, l'autre jour, il y a une dame, une de mes amies, là, qui me dit je suis comme ça, tel trait de caractère que j'ai tient à cette position dans mon thème. Je dis non. Non, c'est parce que vous êtes une femme. Vous mettez sur le compte de votre particularité individuelle ce qui n'est pas à ce plan-là, qui est déjà au fait que vous êtes une femme. Donc sachez d'abord que vous êtes ce que c'est qu'être une femme, et après, on ira préciser éventuellement dans quelle mesure vous ne l'êtes pas vraiment, ou dans quelle mesure vous l'êtes d'une manière différente. Et comment elle a réagi? Bah, écoutez, de toute façon, c'était pas une lumière, elle n'a pas réagi spécialement, elle a dit, bon, bah, effectivement, bon, si vous dites ça, pourquoi pas. Mais je veux dire que, constamment, je peux dire à des gens, ça c'est un point de méthodologie qui me paraît fondamentale, constamment, je leur dis, étudiez d'abord ce que c'est qu'être un homme et une femme, avant d'essayer de retrouver dans le thème tel et tel trait de caractère que vous allez mettre sur le compte de ce que vous avez fait vous en tant qu'individu, alors que vous l'avez de façon... Voilà, à mon avis, ça c'est quelque chose qui est essentiel, cher monsieur Guiraud. C'est-à-dire qu'effectivement, ça renvoie un peu, ça apporte de l'eau à votre moulin à ce niveau-là. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut partir du concret observable, des choses relativement simples. Et vous avez raison, on juge à tort que ça va de soi, alors qu'effectivement il faudrait partir de là. Oui. Voilà, il faudrait partir, et de même qu'au niveau de la consultation prévisionnelle, moi par exemple, pour vous donner un exemple rapidement, bon, on a encore un petit quart d'heure, non, on devrait partir maintenant, vous pensez que pour avoir... Vous disiez qu'il fallait arrêter moi, j'en sais rien. Vous préparez tout ça, vous préparez votre oui, d'accord, oui, d'accord, mais de toute façon, on n'en a pas. D'accord. Donc, par exemple, moi, quand je fais une prévision, avant d'entrer dans le cas particulier de cette personne, je vais plutôt dire, voilà, l'astrologie actuellement crée un climat comme celui-ci, qui crée un certain nombre de problématiques que nous sommes tous, qui vont tous nous concerner, tous autant que nous sommes, en ce moment, parce qu'il y a quelque chose qui se fait ou qui s'est de faire, je ne vais pas entrer dans le détail de mes façons de travailler. Bon, commençons déjà, sans faire votre thème, par voir comment des problématiques, comme par exemple celle de choses qui se défont, comment ça va pouvoir se répercuter dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre vie de couple, etc. Bon. Ce processus fractal qui fait que quelque part, un peu partout, à peu près à tous les niveaux, comme on dit quantique, des choses vont se disjoindre. Bon. Alors là, on n'est pas en train de parler d'une astrologie qui vous concerne vous, personnellement, mais vous êtes dans cet ensemble, et donc vous en faites partie fractalement. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre encore plus dans le détail, là, effectivement, peut-être qu'il va falloir utiliser d'autres modes divinatoires, le thème astral, le tarot, etc. Mais ça vient après. Le problème, c'est qu'actuellement, cette étape-là, elle est au départ. C'est ça. Et on passe... Alors, et ça crée beaucoup de malentendus, parce qu'il faut déjà déblayer, il faut déjà décanter, en disant, voilà, attendez, vous dites que vous êtes comme ça, vous croyez que vous êtes tout seul et comme ça. Non, commençons déjà à voir ce qui fait que vous participez en tant qu'homme, en tant que personne vivant maintenant, à une problématique générale, et après, voyons, si vous voulez, peut-être, bien qu'on aura déjà beaucoup avancé, si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que si vous trouvez qu'avec ce niveau de travail où on va appliquer à votre... Voyons comment vous êtes un homme, voyons vous comment vous vivez cette phase actuelle, si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail, mais c'est peut-être pas nécessaire, à la limite je dirais c'est pas nécessaire. C'est une option possible, mais si on fait déjà bien ce travail de prise de conscience, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est passer par une phase
de conjonction, de disjonction, etc. Si on a déjà fait ce travail-là, moi je dirais très franchement, arrêtons-nous là. On a bien déblayé le terrain. On a déjà déblayé. Bon, maintenant, si c'est pas suffisant, on peut aller plus loin. Ou bien, si c'est pas suffisant, je peux vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Qui d'ailleurs, ce serait encore la meilleure démarche pour moi. J'aurais une sorte de généraliste qui ferait ce travail comme ça, qui aurait l'avantage, si vous voulez, d'être scientifiquement plus acceptable. C'est-à-dire que, parce que on est dans les généralités, donc c'est relativement plus facile à valider. Il y aurait une épistémologie qui serait une. Et puis maintenant, vous voulez qu'on passe à un autre niveau qui est moins rationnel, qui est plus complexe, qui est plus divinatoire. On peut le faire, ou bien moi j'ai peut-être pas envie de le faire, mais je vais vous envoyer un collègue qui va le faire. Et qui lui, alors là, lui, effectivement, il a son tarot, il a son pendule, il a ceci, le voyant, etc. Peu importe. Mais je serais pour une division du travail, à la limite. En tout cas, sinon une division de travail au niveau de 2 astrologues, etc., ou en tout cas une division de travail dans le temps de la consultation. Il y a beaucoup d'astrologues qui font ça. Ils font d'abord de l'astrologie, puis après, effectivement, ils prennent le tarot pour préciser. Donc ils ont quand même l'instinct qu'il y a ces 2 temps. Mais ça n'est pas... Alors, de toute façon, je vais vous dire franchement, la raison pour laquelle ils ne le font pas autrement, c'est qu'ils n'ont pas été formés autrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les outils actuels. Donc moi je suis pour donner des séminaires qui fournissent justement ce bagage, les hommes et les femmes, le problème des grandes structures cycliques et de ce que ça peut vouloir signifier à tous les niveaux. Pas en haut, parce que l'autre jour, encore hier, ah oui, mais l'astrologie mondiale, c'est autre chose, c'est sur un autre plan. Je lui ai dit non. Le fait que, par exemple, en Belgique, il se passe des choses. Bon, par exemple, tout ce que vous me dites concernant la dualité, j'ai vraiment absolument rien à redire. Je suis tout à fait. J'adhère tout à fait. D'accord, oui. Et l'importance très grande de la dualité, d'ailleurs, symbolisée par le cerveau, oui. Tout à fait. Ah ben oui, forcément. Avec cette dualité entre cœur et cerveau, en l'occurrence. Entre la gauche et la droite, oui. Entre soleil et lune aussi, pour revenir oui, aussi à l'astrologie, etc. Bon. En tout cas, je crois qu'on a bien compris que ce qui... Moi, j'ai bien saisi votre originalité, je pense. En tout cas, vous avez partie de ces astrologues qui essayent comment dirais-je, d'étayer l'astrologie, parce que c'est un mot que vous aimez bien, étayer l'astrologie. Montrer l'astrologie, pas dans la consultation uniquement, parce que de toute façon, un astrologue qui se respecte n'est pas uniquement dans la consultation. C'est pour ça que vous avez écrit des livres, d'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez parler d'astrologie en général et pas seulement... cet étayement, si on peut dire comme ça, il implique de regarder le monde, de voir des choses dans le monde autour de soi, de le décrypter, de le déchiffrer, et puis d'aller voir ensuite, une fois qu'on a... Mais avant de faire la comparaison entre le monde et l'astrologie, il faut déjà avoir bien balisé le monde, parce qu'autrement la comparaison ne peut pas se faire. Donc vous êtes obligé d'étayer, par exemple, de pouvoir... bon, mais inversement, là il y a un aller-retour qui se fait chez vous, c'est-à-dire que inversement, quand vous déterminez une typologie planétaire, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas encore planétaire quand vous la décrivez, puisqu'elle est simplement symbolique, et quand elle passe d'une typologie symbolique, Lune-Vénus, à une typologie planétaire, également Lune-Vénus, si on peut dire, à ce moment-là, il faut faire un aller-retour pour voir si vous avez... si vous trompez trop souvent, il y a un problème, à ce moment-là, donc vous êtes dans un aller-retour permanent entre le visible et l'invisible, entre ce qui est astrologique et ce qui est mythologique. Hein. On peut dire que vous percevez la dimension on aurait pu mythologique. par exemple aborder les choses de manière tout à fait différente, sans parler même de typologie. Peut-être qu'on aurait beaucoup plus parlé de cette dualité de vous, en partant du fait que nous sommes à l'image de l'univers ou que nous sommes l'univers. Oh, mais je crois que vous l'avez dit. De développer ça. Oui. Et, oui, mais enfin, on n'aurait pu parler que de ça. Oui. Et puis, par exemple, on aurait pu... c'est une suggestion pour finir, oui. Que l'univers est féminin. Et puis voilà, on aurait pu... oui, d'accord. Mais écoutez, à partir de cette belle donnée, que l'univers est féminin, et qu'est-ce que fait l'homme dans cet univers féminin? Ah oui, alors ça, effectivement, c'est une... vous avez un penchant... Avec, par exemple, le mythe de Castor et Pollux, fort intéressant. Oui. Castor, l'homme terrestre, Pollux, l'homme céleste, Castor, le castré.
Oui, bien sûr. Voilà, là, ça aurait été une manière d'aborder ces questions masculin-féminin. Oui, peut-être que vous... oui, écoutez, qu'est-ce que, pourquoi qu'est-ce qui vous fait penser, François Guiraud, que l'univers est féminin? Oui, oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si on peut développer ça maintenant, hein, c'est extrêmement complexe. Il faudrait revenir encore une fois à cette symbolique solaire entre le point au centre du cercle solaire. Ce que je vous propose, et M. cet Guiraud, c'est ensemble. quelque chose de très simple, c'est que nous continuions notre entretien dans votre voiture.